exactement. Et donc, tu disais justement oui, qu'il y avait cette page, c'était la numéro combien? La page 157. Page 157, très bien. Voilà, où il y a l'étudiant qui pose des questions sur ce qui est trouvable par l'analyse, Voilà, si la vacuité existe réellement ou pas. exactement. Et puis voilà, c'est en bas là où effectivement Voilà. Léger Dreyfus dit bah oui, pour nous les manies amicales, le plus important c'est quoi? C'est que chaque phénomène, lorsqu'on le cherche, n'est pas trouvable. Voilà, exactement. Waouh, génial. Génial. Comme il n'est Très pas bien, trouvable, il n'existe pas de manière ultime. Voilà. c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Ouais, donc il y avait ce récapitulatif 156 et Ouais, ensuite c'est ça, ouais, 157 en très effet. bien. Il se posait la question en effet, voilà, est-ce que la vacuité existe réellement ou pas? Tout à fait. Et en effet, non. Euh, et donc quelque chose qui existerait à l'analyse ultime, c'est ça exister de manière ultime, ouais. Ouais, c'est ça. Alors justement, j'avais un truc par rapport à ça. Ah ouais, c'est ça que je voulais faire. Alors, j'ai juste quelque chose à dire, c'est que Vas-y. quand on dit la vacuité n'existe pas, elle n'existe pas réellement de son propre côté. Il faut rajouter ça à chaque fois. On est Voilà, quand d'accord? on dit réellement, ça veut dire n'existe pas ultimement, n'existe Voilà, pas de manière absolue. Ouais. voilà, c'est ça, ok. Parce que si on disait que la vacuité n'existe pas, qu'est-ce que ça reviendrait à dire? Mais que tout est permanent. Oui, que tout est doué d'existence inhérente. Inhérente, oui, tout Et est en effet, si c'est doué d'existence inhérente, ça doit être inhérente, permanent, ouais, puisque ça ne c'est dépend de permanent. rien. Exactement. Eh ben, c'est génial, c'est exactement ça. Donc, par rapport à ça, justement, il y a plusieurs sens d'ultime. Et donc, on va les voir après, il va en parler. Il va en parler, donc je prépare un texte pour voir ça ensuite. Voilà, ok. Là, c'est bon. Ah oui, d'accord, parce que l'existence ultime, elle va pas être tout à fait la même selon les Attantrika que les Oui, Prasangika? exactement. Ça va tout changer. Donc, Ah, il y ok. a déjà ces deux sens d'ultime entre les Swatantrika et les Prasangika. Ouais, C'est-à-dire que chez les Prasangika, c'est plus subtil. Et ouais. il y a deux sens d'ultime, un qui est à l'affirmative et un qui est à la négative. C'est-à-dire que, par exemple, on parle de la vérité ultime. Ouais, la vérité ultime, elle Oui, existe, ouais, oui, tout à fait. mais elle est dénuée d'existence ultime. Oui. Voilà, exactement. Donc ça veut dire que c'est deux sens d'ultime, en fait, ici. Une à l'affirmative et une à la négative. Donc c'est ce qu'on va voir aussi aujourd'hui, parce que c'est très important, parce que justement, c'est le même mot, mais avec des sens très différents en fonction du contexte, comme à chaque fois. Comme à chaque fois. Mm. Très bien. Ok. Donc on peut être en bas de la page 157, je crois Ouais, c'est ça. on était à peu près par là, ouais. Ok. Ok, donc juste pour revenir sur quelque chose qui résisterait à l'analyse ultime, ok, prenons l'exemple de ce vers. Donc là, c'est vers le milieu de la page. Lorsqu'on cherche ce vers, que trouve-t-on? Étudiant dit les parties, par exemple. Ouais. Mhm. Et lorsqu'on cherche les parties, d'autres parties. Donc en effet, pour les Madhyamika, alors il y a des débats, hein. Il y en a qui vont dire que les Sautrantika, soit Tantrika Madhyamika, vont accepter des particules indivisibles, comme les Sautrantika les acceptent. Mais Mm. beaucoup de Gelupa vont dire les Sautrantika, soit Tantrika, donc aucun Madhyamika n'accepte les Mm. particules indivisibles. Donc ça veut D'accord. dire que ils vont scinder et encore scinder, et Mm. donc à chaque Mm. fois c'est divisible. Ouais, Mm. très bien. Ok. D'autres parties, donc on ne le trouve pas, donc ce vers n'existe pas de manière ultime. Maintenant, est-ce qu'on a trouvé quelque chose lorsqu'on cherchait le vers? On passe le vers dans la machine à rayon X ultime, est-ce qu'on trouve Mhm. quelque chose? Oui, non? Bah, on trouve le fait qu'il n'existe pas de manière ultime. Exactement, on trouve son Donc, donc, absence, donc, on trouve, l'existence ultime. donc on trouve sa vacuité. On trouve sa vacuité, exactement, c'est tout à fait ça, magnifique. Exactement, on a trouvé la vacuité du vers, le fait que le vers n'existe pas de manière ultime. Est-ce que cette vacuité existe de manière ultime ou pas? Est-ce que L'étudiant cette dit non. vacuité existe de manière ultime ou pas? Ouais, lui dit non. Et toi, tu dirais quoi? Est-ce que cette vacuité existe de manière ultime ou pas? Bah, je dirais, si je comprends bien le sens de exister de manière ultime, c'est-à-dire de manière autonome, je dis non. Voilà, bravo. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Le problème, c'est que parmi les maîtres du passé, certains ont dit, en effet, puisque la vacuité, c'est ce qui est trouvé à Mhm. l'issue d'une recherche ultime, eh bien, la vacuité a une existence ultime. Parce que être trouvé à l'issue d'une analyse ultime, ça veut dire Oui. résister à une analyse ultime, ça veut dire exister de manière ultime.
Oui. Le problème, c'est qu'en effet, quand on passe la table dans la machine à rayon X ultime, on ne trouve pas la table, on trouve sa vacuité d'existence ultime. Et Oui. donc certains vont dire, puisque la vacuité est trouvée à l'issue d'une analyse ultime, eh bien, elle a une existence ultime. Oui. Mais ce n'est pas le cas, parce que ce n'est pas ce qui était cherché initialement. La vacuité n'était pas à passer à la machine à rayon X ultime, c'est la table. Ouais. Oui. Oui. Et donc la vacuité, si à son tour on la passe à la machine à rayon X ultime, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve rien qui existe de manière autonome. Exactement, on trouve la vacuité de cette Et vacuité. ouais, voilà. Ouais, c'est Vacuité, vacuité. magnifique. C'est magnifique. Donc le problème, en effet, c'est que certains, par le passé, ont dit, puisque la vacuité est trouvée à l'issue d'une analyse ultime de la table, eh bien la vacuité a une existence ultime. Mais pas du tout, puisque ce n'est pas ce qui était cherché initialement. Ouais. Ah Donc oui, ce que tu veux certains, dire, c'est que quels que soient les existants que l'on passe donc à la machine de la vérité ultime, de l'existence ultime, on trouve la vacuité. Donc on pourrait se dire, comme à chaque fois on trouve la vacuité, finalement elle existe. voilà, certains diraient, elles existent ultimement. Et oui, ultimement, Ouais. oui. Alors que ce n'est pas du tout le cas, parce que ce n'est pas ce qui est cherché initialement. Si à Voilà, son tour, ouais, on la cherche ultimement, on ne peut pas la trouver non plus. ouais, Ouais. d'accord. Ça, c'est magnifique, c'est magnifique. Et donc, c'est aussi pourquoi certains ont parlé de vérité absolue. Mm. Puisqu'ils se sont dit, puisque la vacuité est trouvée à l'issue d'une analyse ultime, eh bien, elle a une existence ultime, une existence absolue, c'est la vérité absolue. Donc, c'est dangereux de penser ça. Ouais, 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 tout à fait. Puisqu'on est en train de prendre le remède et de le transformer en poison, en fait. Ouais. Excellent, excellent. Très bien. Donc, c'est ce qu'il dit. En effet, est-ce que la vacuité existe de manière ultime ou pas? Non. Pourquoi, demande Guéchet-Dreyfus, n'a-t-on pas trouvé la vacuité? Parce que la vacuité n'est pas l'objet d'analyse. Ce n'était pas la vacuité que l'on cherchait, c'était le verre. Ouais. Ou c'était la table, etc., etc. Donc lorsqu'on cherche le verre, qu'est-ce qu'on trouve? La vacuité du verre. Oui. Lorsqu'on cherche la vacuité du verre, qu'est-ce qu'on trouve? La vacuité de la vacuité du verre. Donc ni le verre ni la vacuité n'existent de manière ultime. Comme vous le voyez, nous faisons une distinction qui est très importante chez tous les madhyamika. Chaque phénomène, lorsqu'on le cherche, n'est pas trouvable. Lorsqu'on le cherche ultimement, bien sûr. Oui. Et comme il n'est pas trouvable, il n'existe pas de manière ultime. Lorsqu'on ne trouve pas ce phénomène, on trouve sa vacuité. Mais lorsqu'on cherche la vacuité, on ne la trouve pas non plus si on la cherche ultimement. Mm. On trouve la vacuité de la vacuité. C'est magnifique. Que ce Ouais. soit le verre ou la vacuité, aucun phénomène n'existe de manière ultime, n'existe réellement. Réellement. Oui. Ça, c'est splendide. Ouais, Ouais. très bien. Et ensuite, il dit, maintenant, qu'est-ce que la vérité ultime? Ça, c'est facile, non? Qu'est-ce que la vérité ultime pour les prasanghikas, enfin pour les madhyamikas en général? Alors la vérité ultime pour les prasanghikas, je dirais que c'est la manière qu'ils ont de voir l'existence de tous les existants. Oui, C'est-à-dire que rien n'existe de son propre côté, oui, rien n'est autonome. exactement. Donc et enfin, eux, ils vont même aller plus loin parce qu'il me semble bien qu'au final du final, ils parlent d'une existence nominale. Oui, exactement. Tout Mais à on n'y est fait. pas encore là. On n'y est pas encore. Là, on pourrait dire, chez les madhyamikas en général, la définition d'un madhyamika, tu te souviens, on en avait parlé la dernière fois ou pas? Je ne sais plus. Ouais, alors les Madhyamika, il me semble bien que ce sont eux qui acceptent les 2 non-soi, personne et phénomène. Exactement, comme les Chittamatra, ouais, comme n'importe quel Voilà, philosophe. ils acceptent l'aspect, si je me souviens bien. Et Oui. alors eux, ils n'acceptent pas l'existence réelle, heu, même pas la conventionnelle, il me semble. Alors en fait, en Si, effet, ils vont le formuler un petit peu comme tu le dis. Et, ouais, ils vont dire en effet, un Madhyamika, c'est un tenant du Mahayana, donc c'est-à-dire qu'il accepte les deux voilà, non-soi, et qui n'accepte pas l'existence véritable, même conventionnellement. même conventionnellement, Ouais, voilà, c'est ça. très bien, Je ne sais exactement. pas s'il faut rajouter autre chose à cette définition. Normalement, ça devrait le faire. Mmh. Normalement, alors après, on pourrait comparer avec d'autres manuels, comme le manuel commenté par la vénérable Maristella, qui appartient à Jepon Gomang, c'est le Jukta Rinchen Chanwa. Il faudrait vérifier, il faudrait que je regarde comment eux donnent la définition d'un Madhyamika. Et je Alors vérifie. on n'y est pas encore avec Maristella, on est toujours dans les D'accord, Vaibhashika. d'accord, ok, Ah ouais. très bien. C'est bien, elle prend son temps, c'est super. Ah ouais, 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 elle prend son temps et surtout, elle a vraiment le cœur à faire des passerelles avec la vie, quotidienne. Ça, Très c'est bien, très intéressant.
Très important, très intéressant. Excellent. Et donc, en effet, un madhyamika donc, accepte les deux non-soi, le non-soi de la personne et le non-soi des phénomènes, et n'accepte pas l'existence véritable, même conventionnellement. Alors que les autres écoles, comme le Chittamatra, par exemple, le Chittamatra accepte l'existence véritable, conventionnellement. Oui. Donc, c'est pourquoi les madhyamikas sont sont à part. Et donc, ici, dans ce texte-là, existence véritable égale existence ultime. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que si on cherche au niveau ultime quelque chose, normalement, on ne devrait pas le trouver. Oui. Donc c'est ça que ça veut dire, ouais. Mais il y a la vérité ultime. La vérité ultime, comme tu le sais, dans toutes les écoles bouddhistes, il y a les deux vérités. Même peut-être Oui. chez les non-bouddhistes, il y a certainement aussi deux niveaux de vérité, c'est possible. Mais en tout cas, dans les écoles bouddhistes, c'est nécessaire, il y a les deux vérités. Oui. Donc, il y a vérité relative ou conventionnelle ou voilée, etc. Et vérité ultime, ouais. Oui. Très bien. Donc, la vérité ultime existe. La vérité ultime existe en dépendance des existants, Exactement. en dépendance des Exactement. phénomènes. Exactement. Elle existe, mais elle n'existe pas ultimement, ouais. Voilà. Voilà, magnifique. Exactement. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. C'est un petit texte qui est de Thupten Jinpa, qui est l'un des grands traducteurs de sa sainteté Ah d'Alma en oui. particulier. Ouais. Il est vraiment super. Anciennement moine, il me semble. Oui, exactement. C'est pas lui qui a créé tu sais, ce cursus d'études dans une université aux États-Unis sur la compassion? C'est possible. C'est tout à fait possible, ouais. Ouais, parce que j'avais lu un livre, qu'il avait écrit, qui a été traduit en français. Il racontait un peu ce qu'il faisait. C'était Ouais, absolument incroyable, ouais. ouais, il est Il faisait exceptionnel. vraiment rentrer le bouddhisme dans l'université, c'était très intéressant. Exactement, ouais. Ouais, Mmh. il est vraiment exceptionnel. Ouais. Vraiment super. Il participe régulièrement aux réunions Mind and Life aussi. Ouais, ouais. Ouais, très bien. Alors, les deux sens du mot ultime, je dois l'avoir quelque part ici. On va voir s'il est bien là. Ok, typologie, non, c'est pas ça. Ok. Et donc, c'est dans Self, Reality and Reason. Ouais. Ok, c'est ça. C'est un texte qu'il a composé. C'est une étude comparée des Ouais. différents textes de la Tsongkhapa, ouais, Self, Reality and Reason. Et il parle justement des deux sens du mot ultime dans la dialectique OK. Madhyamika. Madhyamika. Ça, je trouve ce texte très important. Il dit, dans le contexte de la manière dont les Madhyamika expriment la notion selon laquelle les choses et les événements sont vides d'existence et d'identité sur un plan ultime, donc tout est vide d'existence au sens ultime, tout est vide d'existence ultime, absolue. C'est-à-dire leur assertion de la vacuité, shunyata, en tant que nature ultime des choses. Il y a, selon Lama Tsongkhapa, deux façons subtilement différentes avec lesquelles le terme ultime, paramartha, est employé. Ces deux connotations d'ultime sont en outre intimement liées à la distinction entre deux formes de discours, ultime et conventionnel. Est-ce qu'on parle à l'affirmative? Est-ce qu'on parle à la négative? Mmh. D'abord et surtout, dans le contexte de l'ontologie ou de sa négation, madhyamika, donc la façon dont les choses existent ou la façon dont les choses n'existent pas, le terme ultime est utilisé en signifiant que toute chose et tout événement sont vides de toute existence ou identité absolue ou ultime. Ouais. Donc on Mmh. peut voir que ici, ultime à la négative, c'est égal à absolu. Ouais. Ici, paramartha, donc ultime, est synonyme de mode d'être substantiellement réel, comme dans la phrase existant avec un mode d'être substantiellement réel ou véritable, Dhamparjupa en tibétain, véritable. Très bien, ok. Et de complet ou de parfait, comme dans l'existé avec une nature complètement ou parfaitement définissable, avec ses propres caractéristiques, etc. Donc ça veut dire que chez les Madhyamika, exister de manière ultime, ça veut dire exister de manière véritable, exister de manière Mmh. absolue, etc. etc. Très Ouais. bien. Et bien sûr, c'est réfuté. Ok. Donc, dans sa seconde acception, ultime est associé à relatif, samvriti en sanskrit, dans la doctrine pan-mahayaniste des deux vérités. Et dans ce contexte, ultime se réfère à la nature ultime de toute chose et de tout événement par opposition à leur nature relative, c'est-à-dire empirique et conventionnelle. Conventionnel, oui. Exactement. Donc ça veut dire que à la négative, ultime, c'est égal à absolu et c'est par opposition à relatif ou dépendant.
Alors que quand c'est à l'affirmative, c'est juste ultime, c'est en comparaison avec conventionnel. Ouais. Oui, Euh, oui. Vérité ultime par rapport à vérité conventionnelle. Très bien. En opposition à la vérité conventionnelle. Voilà, C'est exactement, tout ça. à fait. Ok. Très, très bien. Alors, quel est l'intérêt de dire ça? Alors justement, on va le comprendre par la suite. On va le comprendre D'accord. de ce qu'il va dire. Ouais. Il dit bien que ces deux sens ultimes se recoupent, chacun a une signification distincte. Rien ne peut être affirmé comme étant réel au premier sens, ça veut dire ultimement, absolument réel, parce que tous les phénomènes, c'est-à-dire les choses, les événements, jusqu'à la vacuité d'existence intrinsèque elle-même, sont vides d'existence et d'identité ultime. Mhm. Très bien. Néanmoins, la vacuité peut être dite réelle au second sens d'ultime et peut par conséquent être dite vraie, puisqu'elle est la nature finale de toute chose et de tout événement, la façon dont les choses existent véritablement. C'est la vraie vérité, c'est ce qu'il y a Mm, derrière le décor, ouais, c'est la vérité mm, finale de tout ce qui existe. mm. Et la vacuité est vraie, c'est une vérité ultime. Pourquoi? Parce qu'elle se montre exactement telle qu'elle est à la perspective d'un arya qui la réalise directement. Ouais. Mhm. Donc elle est vraie. Elle est vraie, elle n'est pas fausse. Elle est vraie parce qu'elle se montre exactement telle qu'elle est pour une perception directe. Alors que les vérités conventionnelles, c'est le contraire. Elles donnent l'apparence d'exister de manière ultime alors qu'elles sont dénuées d'existence ultime. Ouais. Donc Oui. les vérités conventionnelles sont fausses. Elles montrent une apparence discordante par rapport à leur mode d'être. Très bien. Ok. Ceci parce que seule la vacuité peut être trouvée comme étant ce qui demeure à l'issue d'une analyse relevant du statut ultime des choses et des événements. Cela ne veut pas dire que la vacuité elle-même puisse résister à l'analyse, comme on vient de le voir, Mhm. à l'analyse ultime, aux yeux de Lama Tsongkhapa, car rien ne peut résister à une telle investigation. Ouais, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec Geshe Mm, Dreyfus. Il a dit en mhm. effet, la vacuité de la table, c'est ce qui est trouvé à l'issue d'une analyse ultime de la table. Donc sa vacuité est trouvée, mais sa Mhm. vacuité n'était pas initialement cherchée. Ouais. Oui. Ouais, très bien, très très bien. Donc elle ne peut pas résister à l'investigation ultime non plus, la vacuité. Très bien. Quand elle est soumise à cette analyse déconstructrice, la vacuité aussi est trouvée comme étant vide, d'où la Oui. vacuité de la vacuité. Parfait, ça, on vient de le voir, Oui. c'est Oui. magnifique. Très bien. Ok, très bien. Donc cette distinction entre deux connotations du terme ultime permet à Tsongkhapa de faire des déclarations apparemment paradoxales, comme la vacuité est la réalité ultime, mais elle n'est pas ultimement réelle. Ouais. Elle est vraie, mais n'est pas vraiment établie. Elle est la nature foncière de toute chose, mais n'existe pas intrinsèquement. Intrinsèquement. Ouais. Par exemple, Ouais. dans le Gong Parapsel, c'est le commentaire de la Tsongkhapa du Madhyamaka de Acharya Mhm. Chandrakirti, il écrit: si cette distinction entre les deux sens du terme ultime est bien certifiée, on comprendra les significations expliquant pourquoi il n'y a pas de contradiction dans le fait de maintenir que rien n'existe au moyen de sa propre nature et que rien n'existe selon la perspective ultime, tout en soutenant qu'une nature ultime existe et quel est le mode d'être des choses, ainsi que l'objet ultime. L'objet ultime, c'est exactement ce que veut dire paramartha en sanskrit, ou dundam en tibétain. Ça veut dire l'objet ultime, c'est-à-dire ce qui est trouvé à l'issue Mm, d'une analyse ultime. Et c'est là où il dit qu'il y a deux sens du mot ultime, très important, Tutanjimpa. Il dit: bien qu'il soit volontiers coutume pour des érudits modernes du bouddhisme Mahayana de traduire le mot sanskrit paramartha par absolu dans le contexte de la théorie madhyamika des deux vérités, mon sentiment est que cette traduction ne devrait pas être acceptée comme étant non problématique. Suivant son kappa, il semble y avoir des raisons valables pour défendre la distinction entre paramartha en tant qu'absolu et paramartha en tant qu'ultime. L'interprétation de Paramartha en tant qu'absolu est totalement rejetée dans la dialectique madhyamika, même par rapport à la vacuité. Ça veut dire que rien n'existe de manière absolue. mm. Rien n'existe de manière ultime au sens rien n'existe de manière absolue. Et donc ça, c'est à la négative. Quand on dit absolu, c'est toujours à la Oui. négative. Toujours négatif, oui. Voilà, exactement, pour les madhyamika. Ouais. L'interprétation de Paramartha en tant qu'ultime, cependant, est acceptable dans le sens où ceci est mis en contraste avec la vérité relative ou voilée constituée par notre monde quotidien des causes et des effets. Ça veut dire que ultime, en effet, c'est le même mot, comme souvent dans la philosophie bouddhiste, on a toujours le même mot qui a un sens très particulier en fonction du contexte. Et là, même dans un même texte madhyamika, on peut avoir deux sens différents. C'est ce que dit la Tsongkhapa ici. Par conséquent, il est impossible que le sens ultime, la nature des choses, leur incité, le mode d'être de tous les phénomènes, n'existe pas. C'est-à-dire la vérité
ultime existe. Ouais. Mm. L'ultime existe en tant que vérité qui est trouvée à l'issue d'une analyse ultime, Mhm. mais qui n'était pas cherchée initialement par cette analyse ultime. Oui. Même s'ils existent, ils ne peuvent pas en tant qu'absolu. Rien n'existe de manière absolue, ouais, ou en tant que leur propre mode d'être réel. Suggérer autre chose et montrer un manque total de familiarité avec les modes d'analyse critique selon le En point de vue effet. ultime. Donc ça, c'est très très important. Ok, est-ce qu'on peut voir la suite ou pas? Je mettrai le lien de ce texte-là sous la vidéo, comme ça, si c'est intéressant, pour regarder la suite. Très bien. Et c'est ça qu'il faut voir, c'est qu'en effet, il n'y a pas d'existence absolue. Par contre, il y a un existant ultime, enfin, il y a un phénomène qui est ultime, qui est la vacuité. Très bien, ça, je peux enlever le partage. Ok. Donc c'est là où on voit en effet cette distinction. Ça veut dire qu'il y a bien quelque chose qui est déclaré comme étant l'ultime, qui est vrai, qui est réel, c'est la vacuité, mais elle n'a pas d'existence réelle, elle n'a pas d'existence ultime, elle n'a pas d'existence absolue. Ouais. Oui. Waouh, c'est magnifique. Oui, oui. Magnifique, ça c'est vraiment un point vraiment fondamental. Ok, très très bien. En fait, là, ça revient à parler de la vacuité de la vacuité. Tout à fait, exactement. Ça veut dire que même la vacuité est dénuée d'existence ultime, tout en étant la vérité ultime. Ça veut dire que vérité conventionnelle ou vérité ultime, rien ne résiste à l'analyse ultime. Oui. Ouais. Rien ne peut être cherché et trouvé à l'issue d'une analyse ultime. Excellent. C'est tout à fait ça. Ok. Donc là, on est toujours 158 en haut. Ouais, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que la vérité ultime? La vérité ultime, ce n'est pas ce qui existe de manière ultime, bien sûr, hein, Mm. puisque rien n'existe ainsi. Mais c'est ce qui a valeur libératrice ultime. Sur le plan ontologique, c'est la vacuité. Pardon, la vacuité n'a pas une existence différente de la base dont elle dépend. C'est-à-dire que la vacuité de la table est aussi vide que la table elle-même, tout simplement. Mm. Mm. Exactement, puisque, comme il le dit, elle dépend de la table. C'est-à-dire que Oui. si la table disparaît, où va sa vacuité? Ouais. La vacuité, elle n'existe pas puisqu'elle est en dépendance de la table. Exactement. Si la table disparaît, sa vacuité disparaît aussi. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que sa vacuité dépend autant de la table que la table dépend de sa vacuité. Très bien. Très très bien. Ok. Donc sur le plan ontologique, en effet, la vacuité n'a pas une existence différente de la base dont elle dépend, mais elle a une valeur libératrice ultime. En se concentrant sur la vacuité, on arrive à l'élimination des obstacles. C'est pour cela que la vacuité est vérité ultime. Ce n'est pas que la vacuité existe de manière ultime, mais qu'elle a une valeur libératrice ultime. Parce que le mode d'existence de la vacuité contredit directement le mode d'appréhension de l'ignorance qui appréhende les phénomènes comme existant réellement ou de manière ultime. Ouais. Donc ça, c'est vraiment extrêmement cohérent. Ça veut dire que on Mm. constate nos souffrances, nos différents types de souffrances, on essaie d'analyser, est-ce qu'il y a des souffrances encore plus subtiles? Oui, les vraies Mm. souffrances, ouais. Les vraies souffrances, c'est surtout la souffrance inhérente au conditionné, ouais, la souffrance omnipénétrante. C'est-à-dire que dès Mm. l'instant où nos agrégats sont contaminés par le karma et les afflictions, nous sommes assujettis à la souffrance tant que ce cercle vicieux n'est pas brisé. Ouais. Mm. Et donc, qu'est-ce qui fait? Ouais. Quand il parle de valeur libératrice ultime, là, il parle de la fameuse libération. Exactement, Hein, c'est ça, hein? exactement. Parce que, heureusement, nos vraies souffrances ne sont pas inéluctables. On peut les Exactement. éliminer en éliminant quoi? Les afflictions en particulier. Oui. Et la reine des afflictions, la racine de toutes les afflictions, c'est l'ignorance qui L'ignorance. saisit un soi. Ouais. L'ignorance qui saisit un absolu, une existence absolue de nous-mêmes, de nos agrégats, de tout le Oui. reste. Ouais. Et Ouais. donc, il faut avoir un état d'esprit dont le mode d'appréhension soit directement opposé à cette Mm. saisie d'un absolu. Ouais. Mm. Et donc, il faut un état d'esprit qui comprenne la vacuité d'absolu. Mm. Ouais. C'est le seul moyen pour se débarrasser, finalement, de cette saisie d'existence absolue. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est possible? Parce que la saisie d'existence absolue n'a rien à voir avec la réalité. Oui. Alors que la sagesse qui réalise la vacuité d'existence absolue ou la vacuité d'existence ultime, cette sagesse, c'est une cognition valide. Elle est totalement en accord avec la réalité. Et donc, plus on va la développer, plus elle va se développer à l'infini et jusqu'à éliminer son opposé, l'hallucination qui saisit une existence absolue. Ouais. Mm. Mm. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à prouver la possibilité de la libération. Oui.
Ouais. Et ça, c'est génial parce que si on comprend, si on essaie de tendre vers cette compréhension de la vacuité telle que la proposent les Madhyamika, et en particulier les Prasangika, c'est là où on peut vraiment cultiver un vrai renoncement. Mm. Parce qu'on comprend ce que sont vraiment les vraies souffrances. Oui. C'est-à-dire que si on n'a pas la vacuité, la notion de la vacuité telle qu'elle est présentée par les Madhyamika ou les Prasangika en particulier, on ne comprend pas vraiment la libération. Parce que la libération, ça veut dire se débarrasser d'un certain type d'ignorance. Quel type d'ignorance? La saisie d'une existence inhérente, la saisie d'une existence absolue. Ouais. Mm. Et donc, si on comprend la vacuité d'existence absolue, à ce moment-là, on se dit oui, on peut échapper au cycle des renaissances contaminées, et donc on peut obtenir la libération. Là, ce type de renoncement est vraiment en accord avec la réalité. Les autres types de renoncement qui ne comprennent pas la vacuité sont des similitudes du renoncement. Mm. Ouais. Oui. Et c'est la même chose avec bodhicitta. Bodhicitta, on veut obtenir l'éveil omniscient pour le bien de tous les êtres. Qu'est-ce qu'on doit faire pour éliminer les obstacles à l'éveil, le voile afflictif et le voile cognitif? Réaliser la vacuité subtile, la vacuité d'existence inhérente. Et donc là, c'est pareil. Ça veut dire que comprendre la vacuité telle que les proposent les prasangika, c'est véritablement avoir la chance de développer une bodhicitta qui est factuellement concordante. Mm. Ça, c'est magnifique. La prise de refuge aussi, la prise de refuge. Les trois joyaux, c'est directement lié à la vacuité et à ce qui réalise la vacuité. Et donc, notre prise de refuge est authentique le jour où on a une compréhension de ce qu'est la vacuité. C'est magnifique. Ouais. Magnifique. Avant qu'on ait une compréhension de la vacuité prasangika ou madhyamika en général, notre prise de refuge est une similitude d'une prise de refuge. Ouais. C'est incroyable. Incroyable. Waouh. Donc, c'est-à-dire que la vacuité, c'est pour ça que Sasanté, quand il enseigne le Lamrim, il commence toujours par la fin. Il commence toujours par dévoiler qui est l'auteur du crime. Il commence toujours par la fin pour cerner ce qu'est l'ignorance, exposer ce qu'est la vacuité. Et de cette compréhension de la vacuité, tout le reste en découle naturellement. Mm. Ouais. La causalité karmique découle naturellement de la Oui, bien sûr. vacuité, etc., etc. Waouh. L'interdépendance. L'interdépendance, exactement. Waouh, c'est magnifique. Ouais. Très, très bien. Ok, on a encore du temps, c'est génial. Ok. Ok. Donc c'est pour cela que la vacuité est vérité ultime. Ce n'est pas que la vacuité existe de manière ultime, mais qu'elle a une valeur libératrice ultime, parce que le mode d'existence de la vacuité contredit directement le mode d'appréhension de l'ignorance qui appréhende les phénomènes comme existant réellement ou de manière ultime. C'est cette appréhension des phénomènes qui est l'ignorance. Ouais. Cette appréhension des phénomènes comme existant de manière ultime, inhérente, absolue, intrinsèque, etc. Et qui est la cause de tous les problèmes, de tous les obstacles, de toutes les limitations, ouais, comme dans les 12 liens de production dépendante. D'ailleurs, Acharya Chandrakirti le dit dans le Madhyamaka-vatara, il dit etc. Il dit toutes les fautes et toutes les afflictions viennent de la vue du destructible, la saisie égotique de notre propre personne comme existant de manière inhérente. Ouais. Très bien. Ok. L'esprit qui comprend que les phénomènes n'existent pas de manière ultime, cet esprit qui réalise la vacuité, cet esprit, en se concentrant sur cette vacuité, sur cette absence d'existence ultime des phénomènes, contredit directement le mode d'appréhension de l'ignorance. Et graduellement élimine cette ignorance. C'est exactement, on a de l'eau trop chaude, qu'est-ce qu'on fait? On met de l'eau froide. Et donc cette eau froide va contredire directement l'eau chaude. Exactement. Très bien. D'abord, il l'affaiblit. Ça veut dire que notre compréhension de la vacuité, au début, c'est juste intellectuel, c'est conceptuel, donc ça affaiblit quand même nos élaborations conceptuelles qui saisissent une existence absolue. Ça ne les élimine pas complètement, mais progressivement, oui, si on a une réalisation directe de la vacuité, à ce moment-là, on contredit non seulement le mode d'appréhension, totalement distordu, mais en plus, on élimine les graines de ce mode d'appréhension. Et là, en effet, c'est un abandon définitif. Oui. Très bien, très bien. Ok. C'est pour cette raison que la vacuité, l'absence d'existence ultime des choses, est vérité ultime. C'est parce qu'elle a valeur libératrice ultime, et non parce qu'elle existerait de manière ultime, surtout pas. Car qu'est-ce qui existe de manière ultime? Mais il a raison de le dire, l'étudiant, rien. Exactement. L'étudiant suit très bien. Comme vous. C'est parfait. Rien, exactement. Voilà, rien du tout. Rien n'existe de manière ultime. On ne peut pas trouver un phénomène qui soit
conventionnelle ou ultime, et qui existe de manière ultime. Ça veut dire que ce soit une vérité conventionnelle ou une vérité ultime, ça n'existe pas de manière ultime de toute façon. Ça n'existe pas de manière absolue ou véritable. Il n'y a rien qui existe de manière ultime. Et cette absence totale d'existence ultime est ce qui constitue la vérité ultime. Très bien. D'où les deux sens du mot ultime qu'on vient de voir aujourd'hui. Non pas le phénomène ultime sur le plan de l'existence ontologique, mais le fait qu'il y a valeur ultime pour la libération. Donc c'est ça qui dit. Ultime à l'affirmative, c'est la vérité ultime, c'est ce qui permet la libération. Cela, c'est la base, c'est l'essence même de toute pensée madhyamika. Très bien. Donc là, justement, il demande la définition. Comment définit-on l'école madhyamika ou l'école madhyamaka? Oui, normalement, là, c'est le substantif, c'est un A, madhyamaka. C'est pas très grave. Oui. Ouais. Sinon, c'est l'adjectif avec un petit m. Très bien. C'est une école pour laquelle il n'y a pas un seul phénomène qui existe de manière ultime. Ouais, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit un madhyamika, c'est un tenant du véhicule, du grand véhicule, du Mahayana, qui n'accepte pas l'existence véritable, même conventionnellement. Conventionnellement, oui. Exactement. Donc là, c'est ce qu'il dit aussi, selon laquelle il n'y a pas un seul phénomène qui existe de manière ultime, de manière véritable. C'est une école pour laquelle existence implique absence d'existence ultime ou absence d'existence réelle. Ces formulations sont équivalentes. Ouais. L'essence du Madhyamika, c'est le fait qu'il n'y a aucun phénomène qui existe de manière ultime. Ça, c'est fondamental. Ok. Quel que soit le phénomène sur lequel on se penche, on ne trouve rien en ultime analyse. Que ce soit le verre, la conscience, la vacuité, peu importe, tous ces phénomènes existent de la même façon. Ça veut dire simplement conventionnellement. Donc simplement conventionnellement, c'est plutôt une saveur prasangika. Parce qu'on on verra par la suite que pour les swatantrika, simplement conventionnellement, exister conventionnellement, ça veut dire exister de manière inhérente conventionnellement. Ok. Donc après être passé par la différenciation ontologique que l'on a vu chez les Sautrantika, les Yogacara, où il y a des phénomènes qui existent de manière ultime et d'autres pas, on retrouve chez les Madhyamika l'unité ontologique, dans le sens où tous les phénomènes sont sur le même plan, existent au même niveau. Et ça veut dire sont dénués tous d'existence véritable. Oui. Ouais. On est passé à un niveau bien supérieur à celui des Vaibhashika. Car ici, tous les phénomènes n'existent pas réellement chez les Madhyamika. Mais au contraire, tous les phénomènes existent de la même façon, ce qui n'existe pas de manière ultime. Très bien. Alors que chez les Vaibhashika, tout ce qui existe, existe réellement, existe véritablement. Très bien. Le Madhyamika ne donne aucun statut privilégié à une catégorie quelconque de phénomènes. Tous les phénomènes sont mis au même niveau. Wow. Il n'y a plus les deux mondes impitoyables comme chez les Sautrantika. Oui, d'une certaine manière, ils vont garder un petit peu de ces deux mondes impitoyables. Ils vont garder la perception et la conception. Ouais, ils vont tous garder ça. Oui. Mais en effet, il n'y a plus cette différence ontologique des Sautrantika, comme quoi les objets des conceptions existent de manière fictive ou factice, alors que les objets apparents des perceptions sont réels, solides, véritables, etc. En effet, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça du tout. Très bien. Très bien. Ok. Donc là, on arrive à l'existence ultime selon les Swatantrika. Est-ce que ça vous parle déjà? Est-ce que vous avez déjà entendu des trucs là-dessus? Alors moi, pas du tout. Les Atantrika, non, je ne les connais pas du tout. Puisque dans la lignée dans laquelle je suis, on nous a parlé que des Prasangika. D'accord, wow. Je ne connais pas les Atantrika. Okay. Très bien. Donc, je mettrai aussi le lien d'une vidéo on a eu une session hier avec les gens qui étudient le Lamrim ici, les francophones, et justement, on a fait cette distinction entre les Swatantrika et les Prasangika. Donc, la vidéo précédente, celle qui s'appelle l'épisode 1 normalement, je mettrai les liens sous celle-ci. Ouais. Et donc, on avait vu pourquoi est-ce qu'il y a cette distinction Swatantrika et Prasangika. On avait vu ça la semaine d'avant. Ça vient du Madhyamaka Shastra, oui, le traité du milieu de Arya Nagarjuna. Ouais. Très bien, donc ça, c'est vraiment le texte fondamental, c'est vraiment le texte racine par excellence.
Et bien sûr, comme il est assez synthétique, ce sont des strophes assez denses, il y a besoin de commenter. Et Arya Nagarjuna n'a pas fait d'autocommentaire de ce texte-là. Il a fait des autocommentaires pour d'autres textes, mais pas pour celui-ci. Et donc, il y a eu plusieurs commentaires qui sont venus dans la postérité. Et donc, il y a un commentaire de Acharya Buddhapalita qui fonctionne selon le même processus que Arya Nagarjuna. Il prend des conséquences à l'absurde. Ouais. Il prend des conséquences à l'absurde. Ils débattent avec des antagonistes appropriés, et les antagonistes sont essentialistes, acceptent une existence essentielle, inhérente, etc. Et donc les Prasangika prennent, même si Arya Nagarjuna et Buddhapalita ne se clamaient pas Prasangika à l'époque, leur mode d'explication emploie la conséquence, Prasanga. Donc c'est pourquoi on les a appelés ensuite Prasangika. Alors que Acharya Bhavaviveka et d'autres commentent le même texte de la Matsongkhapa, de Arya Nagarjuna, et disent non, il faut employer des syllogismes autonomes. Ouais, les syllogismes qu'on étudie dans la logique. Ouais. C'est ce qu'on a étudié ensemble au cours des débats. On a étudié des syllogismes. Et ce soir encore, d'ailleurs, ce soir, les débats, on a notre dernière session de la saison. On va approfondir un peu plus la logique. Ah, il y a débat ce soir, ça m'avait Ouais. complètement échappé. Okay. Super. J'ai bien fait d'en parler. Ah, mais carrément, cool, je ne l'avais pas noté, tu vois. Super. Okay. En fait, c'est le dernier. C'était pas prévu au début. C'était pas prévu, on est d'accord. Ouais. Hein, voilà. Et comme je pars en Inde la semaine prochaine, ce sera notre dernière session ensemble. Oui, parce qu'en fait, c'était prévu le vendredi 13, et donc du coup, on le fait ce soir. Ok, exactement. oui, bah, effectivement, super. Très bien. Et donc, on approfondira justement ce soir la logique indo-tibétaine avec la propriété du sujet, l'implication, on essaiera de voir tout ça. Et donc, forcément, on étudie les syllogismes dans la logique. Ouais, on a le sujet, le son, est impermanent car il est produit. Oui. Ouais. Donc ça, c'est un syllogisme. Ouais, très bien. Et donc, pour les essentialistes, le sujet, le prédicat, la raison, les relations logiques entre ces trois éléments existent de manière autonome, existent de manière indépendante. Ouais. Et donc, ils disent, ce sont des syllogismes autonomes, soit tantra prayoga. Et donc, comme ils disent, il faut employer des syllogismes autonomes pour prouver à un antagoniste approprié qu'il se trompe, eh bien, on les a appelés les autonomistes, les swatantrika. Ok. Alors que les autres, c'est les conséquentialistes. Exactement, bravo. D'accord, ok. C'est magnifique. Et donc, bien sûr que les conséquentialistes emploient des syllogismes, mais pas des syllogismes autonomes. Oui. Ouais. Donc pour eux, alors, je suis pas sûre d'avoir bien compris cette histoire de syllogisme autonome. Tu peux essayer de me réexpliquer, s'il te plaît? Oui, exactement. C'est-à-dire que, imaginons que on soit à Arya Nagarjuna, on fait un jeu de rôle et nous sommes Arya Oui, bien sûr, pas de problème. C'est magnifique ça. Ouais, magnifique, ouais. On fait la pratique des 16 gouttes des Kadampa et à un moment donné, il y a Arya Nagarjuna. On est Arya Nagarjuna. Ok. Très bien. Et en face de nous, on a un essentialiste, un Vaibhashika, un Sautrantika, etc. etc. Ok. Et donc, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que pour un essentialiste, exister égale exister de manière inhérente. Ouais. C'est-à-dire que si on cherche vraiment l'existant en question, on doit trouver quelque chose. Ouais. Si on ne trouve rien, ça veut dire qu'il n'y a rien qui existe. Donc pour eux, exister égale exister de manière inhérente. Ouais. Oui. Très bien. Et donc, on a en face de nous, imaginons, quelqu'un qui soit même un non-bouddhiste, par exemple, qui dirait ok, le son est permanent. Ouais. C'est souvent cet exemple qui est employé parce que dans certaines écoles non-bouddhistes, on considérait que le son était une caractéristique de l'espace, c'est permanent, et en plus, certains sons créent l'univers, comme Om. Ouais. Ça crée l'univers, ça crée tout le reste de l'univers, et en plus, c'est permanent. Et donc, c'est pourquoi les bouddhistes aiment beaucoup employer ce syllogisme. Le son est impermanent, car il est produit. Et oui. Ok. Et donc, on a deux méthodes. On a les conséquentialistes et on a les autonomistes. Très bien. Donc, nous, on est à Arya Nagarjuna. On va s'adresser à ce débattant approprié qui considère que le son est permanent. Maintenant, on lui dit, si vous considérez que le son est permanent, il s'ensuit alors, à l'absurde, que le son n'est pas produit. Puisqu'il est permanent. Ouais. Si c'est permanent, c'est nécessairement pas produit. Ok. Et là, on est dans la peau de Acharya Bhavaviveka, qui lui est autonomiste. Il va leur dire,
il s'ensuit que le sujet, le son, est impermanent car il est produit. Ouais. Mhm. Ok. Donc, de ce point de vue-là, pour Bhava Viveka, ça joue, parce que pour lui, il y a une existence inhérente, il y a une existence autonome. Le sujet, le prédicat, la raison Mhm. sont autonomes. Et les relations logiques, la propriété du sujet, l'implication, la contre-implication, tout ça, il y a des relations autonomes. Ouais. Mhm. Et donc, il leur dit, aux non-bouddhistes, il leur dit, OK, le sujet, le son est impermanent car il est produit. Les deux s'entendent, le non-bouddhiste et Bhava Viveka s'entendent. Pourquoi? Parce que pour les deux, le son a une existence inhérente. Oui. L'impermanence a une existence inhérente. La production a une existence inhérente. Donc tout va bien pour eux. Ok. Même si, bon, après, on pourrait débattre en détail en disant que normalement, si on a quelqu'un qui nous adresse une thèse, on doit commencer de toute façon par une conséquence. Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Très bien. Donc les deux acceptent l'existence inhérente du son, de l'impermanence, de la production, des relations logiques. Tout va bien. Maintenant, Arya Nagarjuna revient. Il revient. Et donc imaginons que lui, ils fassent la même chose. Ils disent aux non-bouddhistes, le son est impermanent car il est produit. Est-ce que Arya Nagarjuna accepte l'existence inhérente? Et non. Non. Donc lui, il dirait, dans son esprit, c'est le son purement nominal est impermanent de manière purement nominale Mm. parce qu'il est produit de manière purement nominale. Oui. Et les relations logiques sont purement nominales. Tout va bien pour lui. Oui. Qu'est-ce que va comprendre son antagoniste? Un son inhérent est impermanent de manière inhérente parce qu'il est produit de manière inhérente. Parce que c'est tout simplement dans l'univers de l'essentialiste, tout existe de manière inhérente. Mhm. Donc Nagarjuna ne peut pas dire ça. Arya Nagarjuna ne peut pas employer ce syllogisme en face de cet antagoniste. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va employer la simple conséquence à l'absurde. Il va dire, si vous considérez que le son est permanent, il ne peut pas être produit. Et donc, Arya Nagarjuna ne prend pas à son propre compte la thèse de l'autre. Il la retourne contre elle-même. Oui. Et donc, ça veut dire qu'il n'accepte toujours pas l'existence inhérente du son. Il dit, votre son inhérent Mm. n'est Mm. nécessairement pas produit de manière inhérente parce que vous dites qu'il est permanent de manière inhérente. C'est votre inhérence à vous, nous, on n'y Mm. touche pas. Mm. C'est pourquoi Arya Nagarjuna emploie la conséquence à l'absurde. Ok. Ouais. Et donc, il échappe à la contradiction. Et donc, hélas, il a été mal compris parfois, parce que dans le Vigraha Vyavartani, dans la réfutation des objections, vers la strophe 19, je crois, il dit « Puisque je n'affirme rien, je ne suis pas pris en faute ». Ouais. Et en fait, Arya Nagarjuna n'affirme rien de ce qui est affirmé par ses antagonistes. Les antagonistes affirment une existence inhérente. Lui, il n'affirme aucune existence inhérente, donc il ne peut pas être pris en faute. Mm. Et donc certains ont compris que les Madhyamika n'affirmaient rien du tout, ce qui n'est pas le cas. Ah oui, d'accord. Qu'ils étaient Ouais. nihilistes. Exactement, exactement. Eh oui. Eh oui. C'est Donc grand voilà, piège, ça, oui. c'est pourquoi Arya Nagarjuna emploie la conséquence. Il dit, si vous dites ceci, eh bien voilà les conséquences de cela. Oui. Ouais. Alors que pour Bhavaveka, il faut toujours employer le syllogisme. Et pour lui, le syllogisme est autonome. Donc finalement, il reste au même niveau que ses antagonistes. Il est toujours essentialiste. Il accepte toujours l'inhérence. Mm. Mm. Ouais. Très bien, ok. Donc c'est pourquoi on a ces deux sous-écoles. Les Madhyamika qui sont autonomistes et les Mm. Madhyamika qui sont conséquentialistes. Ouais. Mm. Mm. Très bien, c'est magnifique. Ça va? Mais c'est pas antagoniste, du coup, d'être autonomiste en étant madhyamika? Alors en effet, on serait tenté de raisonner comme toi. Parce qu'en effet, quand par exemple dans le chapitre sur la vision spéciale du Lamrim, la Matsongkhapa, quand il parle des Madhyamika, il sous-entend en fait les Prasangika. Ouais. Il dit les Madhyamika font ceci, les Madhyamika parlent de cela, etc., etc. Oui. Mais en Oui. filigrane, il parle des Prasangika, parce que les Prasangika, oui. Prasangika sont vraiment les tenants de la voie médiane. Oui. Parce que tant qu'on sombre dans l'un ou l'autre des absolus, des extrêmes, Mm. on ne peut pas être dans la voie médiane. Mm. On ne peut pas du tout être dans la voie médiane, parce que les Vaibhashika prétendent être les tenants de la voie médiane, parce que ils échappent au nihilisme grâce aux vérités ultimes, qui existent de manière substantielle. Oui. Et ils échappent à l'absolutisme en considérant que les phénomènes relatifs n'existent pas de manière substantielle. Ouais. Oui. Les Sautrantika, comme on l'avait vu l'autre jour, dans le résumé de Geshe Dreyfus,
acceptent les vérités ultimes, qui sont ultimement capables d'opérer une fonction, et donc ils échappent au nihilisme grâce à ça. Et ils échappent à l'absolutisme grâce aux vérités conventionnelles, les phénomènes permanents, qui sont des sous-existants, etc., etc. Pour les Chittamatrins vont dire, nous, on échappe au nihilisme parce qu'on accepte l'existence véritable, des natures dépendantes, des natures parfaitement établies. Et on échappe à l'absolutisme en considérant que les natures imputées n'existent pas de manière véritable. Et les Madhyamika arrivent. Oui. Les Madhyamika arrivent. Les Swatantrika vont dire, nous, on n'est pas absolutistes, puisqu'on réfute l'existence véritable, même conventionnellement. Ouais. Et on n'est pas nihiliste, puisqu'on accepte l'existence inhérente, conventionnellement. Ouais. Et les Prasangika arrivent et disent, nous sommes les tenants de la voie médiane. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'existence inhérente, ni ultimement, ni conventionnellement. Il y a une existence simplement nominale. Et donc, cette existence nominale, qui est la désignation dépendante, c'est le pendant même de l'absence d'existence absolue. Oui. Et là, en effet, on est dans le juste milieu, on est dans la voie médiane, parce qu'on échappe à l'absolutisme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'existence absolue. Et on échappe au nihilisme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une totale non-existence. Il y a une existence nominale. Oui. Oui. Ça, c'est magnifique. Oui. Ça, c'est vraiment la voie médiane. Oui. Donc, ce qui veut dire que les Vatantrika, eux, si j'ai bien compris ce que tu as dit, par rapport aux Prasangika, ils acceptent l'existence conventionnelle. Ils acceptent l'existence inhérente conventionnellement. Inhérente conventionnellement. Exactement. Ça veut dire que ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont, par exemple, chercher une table. Ils vont pas chercher simplement la table dans la pièce, dans le temple. Là, ils vont la trouver. Ça, c'est conventionnel, on est d'accord. Ensuite, ils vont se poser la question, mais en fait, c'est quoi vraiment une table? Et donc, ils vont la trouver dans ses parties. Ouais. Et donc, ils vont dire, bah, elle existe quelque part. Il y a 50% du côté de l'objet. Elle existe de manière inhérente. Du côté de l'objet, il y a 50%. Et ensuite, il y a nous qui arrivons et qui validons son existence inhérente. Ouais. Oui. Donc, ça veut dire que 50% plus 50%, on a une table inhérente, conventionnellement, tout va bien. Ils disent, par contre, elle n'a pas d'existence véritable. Pourquoi? Parce que son existence inhérente dépend quand même d'une conscience non défectueuse pour être validée. Ouais. C'est-à-dire que si la table avait une existence véritable, c'est-à-dire que la table aurait son existence inhérente sans dépendre d'une conscience non défectueuse qui valide cela. Oui. Ouais. Ouais, donc le mot, donc existence inhérente, c'est pas complètement inhérent quand même pour les Vatantrika. C'est-à-dire que ça dépend quand même de quelque chose. Exactement. Alors que moi, quand on dit existence inhérente, ne dépend de rien. Exactement. Et c'est ce que vont dire les Prasangika. C'est le petit détail qui tue, là. Oui, exactement. Ça veut dire que tu es Prasangika, parce que c'est exactement ce que vont dire les Prasangika. Si vous dites que la table a une existence inhérente à 50%, ça revient à dire qu'elle a une existence inhérente, tout simplement. Et donc, quel besoin a la table d'être validée par une conscience? Oui. C'est-à-dire que votre existence inhérente à 50% revient à dire qu'elle a une existence purement objective, elle a une existence véritable. Les Prasangika disent au Swatantrika, vous réfutez l'existence véritable, mais en fait, cette existence véritable revient sous forme fantomatique dans votre existence inhérente, conventionnelle. C'est-à-dire que tout en réfutant l'existence véritable, vous l'affirmez implicitement au travers de l'existence inhérente. Parce que pour les Prasangika, l'existence véritable égale l'existence inhérente. Oui. Égale l'existence absolue, ultime, intrinsèque, etc. Oui. Oui. Très bien, ça c'est magnifique. C'est magnifique. Et donc en effet, les Swatantrika sont obligés d'accepter cette existence autonome, parce qu'ils sont autonomistes. Donc ils sont obligés d'accepter l'inhérence conventionnelle. Mais ils ne l'acceptent pas ultimement, mais ils l'acceptent conventionnellement. Oui. Ouais. Parce que si c'était une inhérence ultime, eh ben, ça reviendrait à l'existence véritable. Et ils la réfutent puisqu'ils sont Madhyamika. Oui. Ouais. Ça joue. C'est un peu tordu, hein. C'est un peu tordu. Exactement. Et c'est ce que vont dire les Prasangika. Ils vont dire, votre saisie d'un soi véritable, c'est tordu. Ça veut dire que c'est philosophique. C'est même pas quelque chose d'inné. C'est ce que vont dire les Prasangika. Ouais. Ils vont dire que le point de vue Swatantrika, c'est l'existence véritable. C'est ce que dit Geshe Dreyfus à un moment donné, où il y a des rires à un moment donné. Voilà, il le dit. Je vais te le lire, le passage. C'est pas la page d'après, 160. Il dit, ok, ici nous sommes au premier niveau de vacuité à comprendre. C'est l'absence de réalité ultime qui ne contredit pas la possibilité d'existence intrinsèque. Il faut préciser l'existence ultime, donc c'est l'existence véritable, si elle existait,
serait quelque chose qui existerait par la nature extraordinaire de l'objet sans être établi par l'apparence à l'esprit non contredit. Et là, entre parenthèses, rire. Tout le monde rigole, parce que c'est alambiqué, c'est tout simplement Oui, alambiqué. oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, c'est une formulation spéciale. À la FPMT, on va formuler autrement. On va dire, l'objet a son propre mode d'être non commun. Ça veut dire, comme il le dit ici, existence extraordinaire. La nature extraordinaire. Donc l'objet a son propre mode d'être non commun. Ça veut dire que cette table est vraiment spécifique par rapport à une autre table. Elle a ses propres caractéristiques conventionnellement. Donc ça, c'est son mode d'être non commun. Mais ça doit être validé par une conscience non défectueuse. Ça veut dire une conscience qui n'est pas associée à des causes d'erreur superficielles. Ouais, comme la jaunisse, la localisation, etc. etc. Ouais. Par exemple, on dit que si quelqu'un a la jaunisse, il voit le blanc un peu jaunâtre. Ouais. Et donc là, ça, c'est une cause d'erreur superficielle, parce que dès que la personne n'a plus la jaunisse, bah, tout va bien. Ouais. Très bien. Donc ça, ce sont des causes d'erreur superficielles, donc elles sont mises de côté. Très bien. Et donc, si elles sont mises de côté, on a une conscience non défectueuse, ouais? Oui. Très bien. Et donc, pour eux, pour les Swatantrika, il faut que cette table ait son propre mode d'être non commun, mais que ce soit validé par une conscience non défectueuse. Et là, on a en effet un existant inhérent conventionnel. Tout va bien pour eux. Et en fait, c'est alambiqué. Les Prasangika disent, mais comment est-ce que vous pouvez dire que cette saisie d'existence véritable, qui serait donc la table à son propre mode d'être non commun, sans être validée par une conscience non défectueuse, ça serait l'existence véritable, comment est-ce que vous pouvez dire que c'est inné? Comment est-ce qu'un bébé peut avoir ça dans son continuum? Comment est-ce qu'un animal peut avoir ça dans son continuum? C'est trop alambiqué pour que ce soit inné. Ouais. Donc c'est exactement ce que tu dis. Non seulement ça, mais en plus pour les Swatantrika, cette apparence d'existence véritable ne se manifeste pas aux consciences sensorielles, elle ne se manifeste qu'à la conscience mentale. Ouais. Et donc c'est pourquoi mais alors comment ils expliquent alors? Comment ils expliquent les consciences visuelles, auditives, comment ils En fait, ça dépend des Swatantrika. Il y a des Sotrantika, Swatantrika, et il y a les Yogacara, Swatantrika. Ouais. Pour les Sotrantika, Swatantrika, Madhyamika, ils vont dire que conventionnellement, tout va bien. La table, l'apparence de la table, la perception directe de la table n'est pas souillée, n'est pas erronée. Mais les Yogacara, Swatantrika, Madhyamika, vont dire la table, l'apparence de la table, la perception directe de la table est quand même erronée. Pourquoi? Parce que la table donne l'impression d'exister à l'extérieur de la conscience, alors qu'elle n'existe pas à l'extérieur de la conscience, puisque les Yogacara, Swatantrika, ont des points de vue similaires au Chittamatra, ouais. Oui. Conventionnellement, ouais. Très bien, donc ça dépend des Swatantrika. Mais de toute façon, tous les Swatantrika vont dire l'apparence d'existence véritable n'apparaît qu'à la conscience mentale, n'apparaît pas aux consciences sensorielles. Okay. Ouais. Ils vont dire l'existence inhérente apparaît aux consciences sensorielles, mais elle est valide, elle existe, elle est certifiée par une cognition valide et donc elle existe. Ah ouais. Exactement. C'est ce qu'on a vu justement hier. Donc si je te mettrai le lien de cette vidéo. Et justement, on en a parlé grâce à ce débat Swatantrika Prasangika. Je mettrai le texte aussi sous la vidéo. Et donc, on voit cette distinction fondamentale. Deux questions qui séparent les Swatantrika et les Prasangika. La première question, c'est est-ce qu'une conscience sensorielle réalise la table et aussi le mode d'être de la table ou pas? Ouais. Ça, c'est une première question qui divise les Swatantrika et les Prasangika. Les Swatantrika vont dire en effet, une perception visuelle de la table, elle ne se trompe pas du tout, ni sur la table, ni sur le mode d'être de la table. Ça veut dire que l'inhérence de la table apparaît, et donc ils l'acceptent. Ils disent bah, c'est vrai sur toute la ligne, non seulement la table, mais aussi son mode d'être. Ouais. C'est pour ça qu'ils acceptent l'existence inhérente conventionnellement, puisqu'elle apparaît à une condition valide. Oui. Et les Prasangika disent non, la conscience sensorielle n'a pas du tout vocation à réaliser le mode d'être d'une table. Elle ne réalise que la table. Ouais. Et il y a une autre question, c'est est-ce qu'on peut avoir une cognition valide qui puisse être erronée? Donc les Swatantrika disent non. Si on a une perception sensorielle qui est erronée, elle est erronée au regard de la table et au regard du mode d'être de la table. Alors que les Prasangika vont dire on peut avoir une conscience erronée qui soit valide. Comme chez les Sotrantika, tu te souviens? On avait vu que les consciences inférentielles, les cognitions valides inférentielles sont conceptuelles, elles sont erronées, mais elles sont valides. Oui. Et bien là, c'est la même chose pour les Prasangika au regard de la perception directe.
toutes nos consciences sont erronées, parce qu'il y a l'apparence d'existence inhérente, et Oui. cette apparence est distordue, mais on peut avoir des cognitions valides au regard de la table, de la personne, etc., etc., ouais. OK. Donc pour les Vatantrika, les consciences visuelles, auditives, hein, toutes les consciences sensorielles, elles ne se trompent pas. Exactement. Elles sont non erronées, ouais. Par contre, on peut avoir une conscience qui peut être erronée. Une conscience Exact- mentale qui peut être erronée. Exactement, tout à fait. Donc, OK? il faut Alors juste que chez les préciser. pr et pardon, et chez les Prasangika, de toute façon, tout est erroné puisqu'on Oui, a on a l'ignorance fondamentale qui fait exactement. que de toute façon, tout est erroné. OK, Bravo, excellent. d'accord. Donc, il faut Pardon, tu juste, voulais dire quelque chose avant? Oui. ouais, il faut juste préciser que pour les Swatantrika, en effet, il n'y a pas l'apparence erronée de l'existence véritable aux consciences sensorielles, etc. Ouais. Par contre, Oui, pour les Yogacara Swatantrika, il y a quand même une apparence erronée de l'existence extérieure de la table. oui. Mais Oui, c'est parce quand que même. pour eux tout ce qui est extérieur, n'existe pas. Voilà, exactement. Donc c'est une apparence erronée, mais c'est pas la même que ce dont parlent les Madhyamika par rapport à l'existence Ouais, véritable. OK. Ouais. Magnifique, bravo. Waouh. Ouf, dis donc. Excellent, c'est splendide. Franchement, Jordan, c'est magnifique. Il faut que tu viennes plus souvent. Ah mais là, on est en terrain plus connu là, Ginpa, tu Oui, vois? Parce que, voilà, ça fait quand même longtemps qu'on étudie tout ça, donc petit à petit, ça rentre quand même, oui, heureusement. Voilà. exactement. C'est très encourageant, c'est vraiment Ouais, magnifique. ouais, ouais, Bravo. tout à fait. Et j'avais une question, j'ai vu que, Geshe Eusel faisait 3 mois sur les débats en janvier prochain. Un mois. Ouais. Un, Pardon, oui, c'est un mois, ouais. est-ce que je suis bête, Un oui. mois sur les C'est mois de débats et janvier, ensuite une il enchaîne, introduction au c'est ça? bouddhisme. Ouais, Ah, c'est une introduction au bouddhisme pendant 3 exactement. mois. D'accord. Voilà. Mais quand on fait le P-BA, est-ce que ces 3 mois, tu me le conseilles ou pas? Ou Oui, oui, parce que c'est vraiment un enseignant exceptionnel. d'accord. Il est très inspirant. Les débats en particulier, parce qu'il est vraiment expert, il est extrêmement aigu, extrêmement malin. Ouais, ouais, Et c'est ouais, très utile. Donc en plus, on aura des groupes d'études francophones, donc on pourra débattre ensemble, d'accord. donc Ouais, ça c'est vraiment utile, il faut en profiter. Et ensuite, c'est son introduction au bouddhisme, c'est toujours très très utile. C'est parce d'accord. qu'il a vraiment une façon très inspirante d'enseigner. Donc franchement, je le conseille. Ouais. Ouais, ouais. OK, Après, tu OK. peux voir par toi-même. Si tu vois que c'est redondant par rapport à un PEBA, tu peux bien sûr te focaliser sur le PEBA, mais je pense Mmh, que ça vaut la peine déjà de voir, ouais, d'avoir une saveur de ce qu'il va proposer. Ouais. ouais. Et en termes d'organisation, on peut le faire online, Oui, c'est-à-dire que, donc il y a les enseignements le matin et puis comme il y a en ce moment, c'est-à-dire qu'on met les enregistrements l'après-midi à disposition oui, des personnes qui ont pas pu écouter, c'est ça, hein? exactement, tout OK. à fait. Ouais. Et en général, les audios sont plus raccourcis parce qu'il n'y a pas, Et oui, bien voilà, sûr, ouais, il y a que la ouais, traduction, donc voilà. Mmh, ça te fait gagner du temps aussi. ouais. Ouais. Et après les groupes de discussion, les groupes de révision, ça sera plutôt l'après-midi? Je pense, ouais. Je ne suis pas encore très sûr par rapport à cette session sur l'introduction au bouddhisme, mais d'ailleurs, je ne sais même pas quand seront les débats, mais j'imagine que ce sera l'après-midi aussi. Donc, essaye de te renseigner d'ici là, parce que Oui, oui, c'est en oui. train de se mettre en place, hein, de toute façon, Oui, hein. C'est que oui, l'année oui, prochaine. j'ai vu qu'on pouvait s'inscrire à partir de août, mais comme moi je travaille, tu vois? Je me posais la question, mais bon, si déjà je peux avoir les audios et écouter, ça sera déjà très bien. Oui, exactement, tout à fait. C'est déjà très Mmh, précieux. Ouais. ouais, Excellent, bravo, merci Jordan, et merci super, beaucoup. Et donc à merci ce et soir puis, pour les débats et alors. exactement, oui, je serai là à 19h ce Ça soir. marche, Bonne avec journée, plaisir. à tout à l'heure Merci à et toi merci aussi. beaucoup. Salut, Ciao. avec plaisir.